Avec le plan de relance pour réindustrialiser la France, l'État apporte un soutien sans précédent aux acteurs locaux de l'usine du futur. Mais quand on parle de durabilité industrielle, quelles sont les aides réellement éligibles face aux investissements à faire pour rester compétitifs? Eh bien, nous avons fait appel à l'expertise du JMELEC, ce syndicat professionnel qui regroupe 200 entreprises du numérique, de l'automatisme et de l'électrique, et qui a notamment pour vocation de promouvoir une industrie durable. Bonjour Antoine de Fleurieux. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes délégué général. On va voir avec vous que les solutions existantes, elles sont très nombreuses. Pourtant, on a du mal à cerner vraiment celle qu'on peut avoir pour sa durabilité. On a besoin de vos éclairages. Oui, avec plaisir. Il y a des financements, effectivement, et en particulier dans France 2030. Il y a un peu plus de 5 milliards d'euros dédiés à l'industrie, à sa compétitivité d'une part, et à sa décarbonation. Donc ce sont des outils importants, portés par BPI France pour la modernisation, par l'ADEME pour la décarbonation. Et puis il y a des anciens outils, comme les certificats d'économie d'énergie. 30% des 15 fiches de standards les plus utilisées des certificats d'économie d'énergie sont dédiés à l'industrie. Et puis ne pas oublier les aides régionales, très nombreuses, donc aller près des agences de développement régionales qui peuvent orienter les entreprises vers les financements de leur décarbonation. Comment ça se fait alors que les industriels s'y retrouvent si peu, malgré ce panel très large de financements possibles ? Alors les aides au financement à la modernisation fonctionnent très bien, trop bien même presque, parce que l'industriel y voit tout de suite son intérêt et sa rentabilité, ses gains en compétitivité et en productivité. Pour la décarbonation, c'est moins évident. On a séparé les deux et rares sont les industriels qui, le matin, se lèvent en disant « Tiens, je vais décarboner mon process sans me poser la question de la rentabilité de cet investissement ». Donc finalement, moins de succès sur ces aides apportées par l'État et le plan France 2030. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser investir dans sa productivité, dans sa performance, si on ne pense pas à question de responsabilité et de durabilité. Les deux sont totalement liés. Alors le premier effet de la modernisation, effectivement, Nathalie, c'est de contribuer finalement à l'économie de matière, à l'économie d'énergie. On voit bien que le premier gain, il est très très rapide et très visible souvent, c'est l'efficacité énergétique. Et ça passe par de l'automatisation, de la digitalisation du procédé avec des capteurs, de la mesure. Et ces financements-là existent, aident les industriels à se moderniser. Et on voit que ça a un effet positif sur l'empreinte carbone de l'industrie. Donc séparer aide à la décarbonation et aide à la modernisation ne nous semble pas pertinent. Et je pense que le mieux serait effectivement d'inclure la décarbonation dans la modernisation. On ne peut pas moderniser sans décarboner. Justement, le JMELEC joue un rôle influent et indépendant auprès des pouvoirs publics. Alors qu'est-ce que vous faites pour changer la donne ? Comme je le disais précédemment, la première chose, c'est coupler l'aide à la décarbonation et à la modernisation. On va essayer de faire en sorte que ça advienne et du coup de ne plus avoir BPI et ADEME qui portent des financements différents avec des procédures différentes. Il y a un point très simple aussi, c'est au maximum privilégier la subvention plutôt que des avances à remboursables, des dossiers complexes à monter avec peu de visibilité pour les industriels. Et troisième point, offrir des solutions de financement pour les nouveaux modèles qui contribuent à la décarbonation. Et en particulier tout ce qui va être software as a service. Donc ça n'est plus de l'investissement CAPEX, c'est de la location de software, mais aussi de la location de matériel pendant la durée. Et aujourd'hui, ça n'est pas financé, ça n'est pas aidé par les pouvoirs publics. Or, ça contribue à la décarbonation. Donc essayer de trouver des nouveaux modèles de financement pour ces solutions-là. En attendant que tout ça soit mis en place, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent de faire maintenant pour aller capter les financements de demain ? Au-delà des financements même, c'est comment capter de la rentabilité demain. Et il y a des nouveaux modèles qui vont arriver. Il y en a un très court terme qui est la flexibilité énergétique. Il y a une tension avec la guerre en Ukraine sur le système électrique français, mais européen en général. Tout industriel qui sera en mesure d'offrir de l'effacement, donc de la non-consommation électrique l'hiver prochain à la France sera sans doute rétribué de façon rentable. Donc tout investissement qui permet de s'effacer va devenir rapidement rentable et ce pour plusieurs années. Il y a des grosses tensions sur l'énergie. Deuxième modèle qui peut être rentable et pour lesquels il y a des financements, c'est la circularité amont. C'est comment remettre sur le marché des équipements que j'ai remanufacturés et que je peux offrir au marché avec des garanties tout à fait adaptées aux besoins des clients, qui sont exposés à des pénuries aujourd'hui et sont prêts à acheter cher des matériels, même s'ils sont de seconde main,
parce qu'ils ont un besoin urgent d'équiper leur bâtiment ou leur industrie. Et puis enfin, et pour préparer l'avenir, notre travail consiste aussi à orienter les financements vers les bonnes technologies. Et ça se fait au sein de ce que fait la Commission européenne actuellement sur la taxonomie verte. Et donc on essaye de faire en sorte que soit inclus dans la taxonomie verte qui va orienter les financements vers les technologies vertes, toutes les technologies d'automatisme, de contrôle commande et numérique qui permettent de mieux piloter un procédé industriel et en particulier de réduire son empreinte environnementale. Parfait, mais merci beaucoup Antoine pour vos éclairages. On l'a compris, économie de ressources, économie d'énergie, ce seront donc la rentabilité de demain. Et puis, vous l'avez compris vous aussi, on compte sur le Gibelec pour accélérer les choses et faire en sorte que les financements dédiés à sa productivité responsable soient aussi des financements intégrés dans la durabilité. Merci Nathalie. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour devenir les super-héros de la durabilité. On peut tous agir, quelle que soit notre échelle. Les gros consommateurs d'énergie et de ressources sont donc les piliers de la transition. Économie circulaire, recyclage, décarbonation, efficacité énergétique, rentabilité, financement. L'impact s'annonce très positif pour les entreprises engagées. Alors, à vous de jouer et à bientôt pour un prochain épisode.